Bonjour, bienvenue dans cette présentation qui aura pour but de mettre en évidence l'intérêt du mapping épithélial dans la tomographie cornéenne et surtout un intérêt important dans le screening et le dépistage du kératocone dans le cadre du bilan préopératoire. Donc je vais partager avec vous cette présentation qui j'espère sera relativement didactique et surtout pour familiariser les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs du MS-39 à cette fonction de mapping épithélial qui nous semble quelque chose d'extrêmement important et même incontournable dans ce type de bilan. Donc mapping épithélial, quel intérêt en chirurgie réfractive? Alors, il est d'abord très important de refaire le point de d'où l'on vient. On a tous utilisé depuis la fin des années 80 l'Orbscan, qui est un appareil qui est maintenant, euh, on va dire, qui arrive un petit peu en fin de course, car en plus la maintenance n'est plus assurée par le laboratoire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir cette image qui est sur l'écran, c'est-à-dire de montrer la résolution initiale de l'Orbscan, qui est en fait un vidéokératoscope basé sur une lampe à fente mécanique, à translation mécanique. Et donc, vous voyez sur la figure B le rendu d'une cornée en coupe transversale avec un Orbscan. On se rend bien compte que la définition de l'image est très médiocre et que du coup, les mesures qui vont être extrapolées à partir de cette prise d'image ne vont pas être forcément optimales. En particulier la face postérieure, qui, vous savez, est obtenue par triangulation, donc ce n'est pas une mesure directe. Et donc, si vous voulez, ça ne permet pas d'analyser de façon fine les différentes couches de la cornée. L'évolution suite à l'Orbscan et l'apparition de caméras rotatives de type Schemplung. Donc, vous voyez ici une image en coupe axiale d'un TMS5. Donc, on voit très bien la résolution de la cornée avec également l'iris et la partie antérieure du cristallin. Donc, on reconnaît déjà un peu plus une image anatomique qui va être effectivement plus facilement exploitable pour la mesure. En revanche, on voit bien là aussi que l'image, la qualité de l'image n'est pas complètement optimale quand on la compare à une image en OCT. Donc voilà une image OCT donc en spectral domaine. Le CT spectral domaine, c'est celui qui va apporter une résolution beaucoup plus importante que l'OCT swap source, qui va donner une image avec un plus grand champ. En revanche, sur l'OCT spectral domaine, on a vraiment une définition de la cornée qui est extrêmement bonne. Et vous voyez que cette image, on comprend bien pourquoi la mesure en spectral domaine OCT va être beaucoup plus précise. On voit très bien, on comprend très bien pourquoi, par exemple, l'analyse de la face postérieure ou de l'épaisseur de la cornée va être grandement améliorée par cette technologie, parce qu'on ne mesure bien que ce que l'on voit bien, que ce que la machine voit bien. Et donc, c'est une illustration intéressante, je trouve, sur les progrès de l'imagerie du segment antérieur qui ont été faits ces dernières années. Cette analyse, cette mesure, cette imagerie en OCT spectral domaine est tellement précise qu'elle permet donc d'apporter un gain de qualité d'imagerie et donc de permettre de faire de la segmentation, c'est-à-dire de pouvoir analyser au sein de la cornée les différentes couches qui la constituent, ce qui a également un intérêt extrêmement important. La segmentation de la cornée permise par un OCT spectral domaine permet ainsi de redécouper, de retrouver l'anatomie de la cornée. On a la première ligne hyper réflective en avant qui correspond au dioptre RO qui marque le début de l'épithélium cornéen. Ensuite, lorsqu'on continue dans la traversée de la cornée, on arrive sur une première couche hyper réflective qui est celle de la membrane basale de l'épithélium. La deuxième couche hyper réflective juste en arrière correspond à la fin de la membrane de Bowman. Et donc, entre ces deux
ligne hyperréflective, on a donc la membrane de Bowman dans toute son épaisseur. Ensuite, en arrière, on trouve toute l'épaisseur du stroma qui va se terminer par la dernière ligne hyperréflective, qui est celle de l'endothélium desmé. Donc c'est très intéressant et c'est très important de retenir cette structuration, car dans l'analyse de la cornée, notamment dans le cadre de la chirurgie réfractive, cela va nous servir considérablement et surtout de bien s'assurer que la segmentation soit bonne. On le reverra tout à l'heure. Alors, le mapping épithélial normal, c'est important de bien savoir comment l'épithélium, l'épaisseur épithéliale est répartie sur l'ensemble de la cornée, car cette répartition n'est pas homogène. Reinstein, qui a été le pionnier dans la mesure de l'épaisseur épithéliale, au départ avec des ultrasons très haute fréquence et ensuite en ECT, a montré que l'épithélium était plus fin en haut qu'en bas, et il est plus épais en nasal qu'en temporal. Donc vous voyez que l'épaisseur moyenne de l'épithélium est d'environ 53 microns au centre, et qu'il y a un gradient d'épaisseur entre le haut et le bas d'environ 5 microns, et entre nasal et temporal de environ 1 micron. Donc cette répartition est énantiomorphe, hein, elle se reflète en miroir entre l'œil droit et l'œil gauche. Alors pourquoi cette répartition est inhomogène? On pense que cela s'explique par le frottement mécanique exercé par la paupière. La cornée supérieure occupe environ les 2/3 de la surface de la cornée lorsqu'elle se referme, alors que la paupière inférieure correspond au tiers. Et en plus, l'axe des paupières est globalement oblique, et donc on imagine que le frottement régulier des paupières va être responsable de cette répartition inhomogène de l'épithélium. Également très important à retenir, c'est cette théorie de Reinstein qui va lier le kératocone avec les modifications de l'épaisseur épithéliale. Vous voyez que sur le schéma de gauche, vous avez l'ensemble des 3 faces de la cornée représentées, l'élévation antérieure de la face antérieure de la cornée, l'élévation stromale antérieure et l'élévation stromale postérieure, donc de la face postérieure. Dans le cas d'une cornée strictement normale, ces 3 faces sont régulières, elles sont parallèles et définissent une architecture de la cornée tout à fait normale. Lorsqu'on a, schéma à côté, l'apparition d'un kératocone, ces 3 faces vont se mettre à bomber, il y a une élévation quantifiable de ces 3 faces, élévation antérieure, élévation stromale, élévation postérieure, avec au niveau de l'apex du kératocone un amincissement de l'épithélium qui est comprimé, on va dire, par la poussée postéro-antérieure du stroma, et qui définit donc un kératocone clinique très facile à diagnostiquer à ce stade. En revanche, plus intéressant concerne les 2 figures de droite, à savoir un kératocone débutant ou infraclinique et un pseudo-kératocone qui n'en est pas un. Donc là, notez le comportement de l'épithélium qui est très différent. Dans un kératocone débutant, on a un bombement de la face postérieure qui va se retranscrire sur l'élévation stromale antérieure. En revanche, l'épithélium au niveau de l'apex va commencer à s'amincir alors qu'il va s'épaissir sur les côtés, et il va donc donner une ligne antérieure d'élévation antérieure de la cornée qui, elle, est strictement normale. Donc, l'épithélium va se comporter comme un masque de la variation de l'élévation stromale antérieure et postérieure, et il va donc contribuer à masquer en topographie, en placido, la présence d'un kératocone débutant. On le reverra également tout à l'heure dans les exemples cliniques. À l'inverse, vous pouvez également avoir une face postérieure stromale et une face antérieure stromale parfaitement parallèles, et un épithélium qui, lui, va s'épaissir en partie inférieure, et qui va faussement donner en placido une image de kératocone. On va voir cet épaississement épithélial le plus souvent dans 4 situations: la sécheresse qui va entraîner un épaississement épithélial, le dystrophie épithéliale, le warpage lié aux lentilles, même les lentilles souples, et des fois un épaississement
épithéliale physiologique en partie inférieure de la cornée. Donc on aura sur ces deux schémas à la fois une fausse image de kératocone qui n'en est pas un, et à la fois une image faussement rassurante d'une cornée normale alors qu'un kératocone est déjà présent. Donc c'est très important, et c'est là où le mapping épithélial prend tout son sens, c'est cette quantification du mapping épithélial qui va permettre de séparer cliniquement les deux situations. Petit rappel sur la classification topographique, donc Placido de Rabinowitz. Vous vous souvenez que les formes douteuses sont les formes qui sont cerclées ici en rouge, et en particulier, il est très difficile de différencier dans certains cas une forme en H, donc vous voyez la forme en bas au milieu, avec un astigmatisme asymétrique. Est-ce que cet astigmatisme est asymétrique parce que l'épithélium est plus épais dans la partie inférieure, par exemple, ou est-ce qu'on a affaire à un kératocone débutant? Donc là encore, le mapping épithélial va nous aider à faire la différence. Vous voyez ici donc la réalisation en pratique d'une tomotopographie par MS39. Donc vous voyez qu'ici, on a une segmentation des trois faces. Le schéma, la tomographie la plus à droite étant la face postérieure de la cornée, donc représentée en jaune, l'élévation stromale antérieure sur la tomographie du milieu et la tomographie antérieure qui correspond à l'élévation antérieure. Et entre l'élévation antérieure et l'élévation stromale, la différence entre les deux qui est marquée ici en rose correspond au mapping épithélial, donc entre ces deux lignes d'élévation. Alors, vous voyez ici un patient qui a un kératocone, donc le diagnostic ici en Placido ne pose pas de problème particulier, c'est une évidence. Voyons comment on retrouve ça sur une segmentation par OCT segment antérieur de type MS39. Donc, comme tout à l'heure, vous voyez qu'ici, on a une élévation, si on part de la droite vers la gauche, on a une élévation postérieure, donc tomographie droite, qui est très marquée, qui vient ensuite appuyer sur le stroma antérieur, tomographie du milieu, qui elle-même va appuyer sur la ligne épithéliale antérieure, et on a donc les trois élévations postérieures, stromale et antérieure, qui sont congruentes et qui correspondent à l'apparition d'un kératocone qui est tout à fait évident. Et à l'apex du kératocone, lorsqu'on fait le différentiel entre l'élévation antérieure et l'élévation stromale antérieure, on retrouve ce mapping épithélial qui est aminci sur la zone de l'apex. Donc cette congruence de bombement des trois faces plus l'amincissement épithélial permet de poser un diagnostic très précis de kératocone dans ce cas clinique. Le mapping épithélial en OCT, un peu à l'image des classifications de Rabinowitz sur le Placido, bénéficie d'une classification de Zhang qui a répertorié les différents patterns, les différentes morphologies d'épimap qu'on peut retrouver en pratique clinique. Et vous voyez qu'on a plusieurs formes, plusieurs morphologies qui ont été décrites. Nous avons ces formes en C, en parenthèse, mais également en anneau ou également en donut, qui sont des formes extrêmement suspectes de présence de kératocone. Ce sont en fait, dans tous les cas, des présentations où on a un amincissement épithélial qui est entouré, surplombé d'un épaississement épithélial. Donc cette présence à la fois d'un épaississement avec un épaississement autour est extrêmement évocateur. En revanche, des formes complètement homogènes ou avec épaississement central, îlot central épithélial sont plutôt très rassurantes. Et en revanche, on peut également avoir des formes irrégulières sur lesquelles on ne va pas forcément pouvoir conclure
qui sont souvent liées à une sécheresse cornéenne au moment du diagnostic. Alors, voyez donc une analyse de cas cliniques. Ça, c'est un cas clinique extrêmement intéressant en pratique. Vous voyez que ce patient a un kératocone sur l'œil droit, donc le diagnostic ne fait aucun problème, et qui a donc un kératocone fruste du côté de l'œil gauche, c'est-à-dire qu'il a une topographie sur l'œil contralatéral qui est strictement normale. Vous voyez une analyse placido de son œil gauche en utilisant des logiciels d'intelligence network. Vous voyez que le Kleist-Maida ou le Smollett-Kleist, l'ensemble des indices d'analyse sont parfaitement normaux et décrivent cette cornée gauche comme une cornée strictement normale, alors qu'on sait qu'il est porteur d'un kératocone, puisque c'est un kératocone fruste par définition. L'analyse de cet œil en MS39, eh bien, on voit très bien que sur cet œil, on a un bombement de la face postérieure. On a également un bombement qui se retranscrit sur l'élévation stromale, et sur l'élévation antérieure, eh bien, cette élévation a complètement disparu. Vous voyez qu'on est sur il n'y a pas de, par rapport à la BFS d'élévation très importante, ce qui explique pourquoi le placido est tout à fait normal et passe à côté du diagnostic. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un remodelage épithélial important chez ce patient, c'est-à-dire qu'à l'apex du kératocone fruste, à l'apex du bombement stromal postérieur et antérieur, eh bien l'épithélium s'est aminci et il a complètement masqué l'élévation stromale, et évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a une image de placido faussement rassurante chez cet œil qui est au contraire extrêmement douteux. Vous voyez la cartographie épithéliale en 3D, on voit très bien cet amincissement central spectaculaire qui est surplombé d'un épaississement périphérique qui signe là un épithélium tout à fait pathologique et donc tout à fait évocateur d'un kératocone. Donc ce pattern est également décrit sous le vocable de Donut, parce qu'on a cette présentation avec un amincissement central et un épaississement périphérique. Autre cas clinique, vous voyez ce patient qui présente, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, typiquement ce qu'on retrouve dans nos pratiques quotidiennes, un astigmatisme asymétrique avec une forme en H sur l'œil gauche, une forme en H ou peut-être en J inversé sur l'œil droit. Enfin bon, bref, une topographie douteuse pour laquelle on se pose la question de savoir si ce patient doit être opéré ou pas. Faisons l'analyse par segmentation avec la MS39. Vous voyez que la face postérieure, comme l'élévation stromale, comme l'élévation antérieure, sont très différentes. Sur l'élévation stromale postérieure antérieure, on a une courbe qui est il n'y a pas d'élévation pathologique. En revanche, il y a une élévation antérieure isolée. Et lorsqu'on fait l'épimap, eh bien, on se rend compte que l'épithélium de ce patient est particulièrement épais en partie inférieure et qu'il est lui-même, à lui seul, responsable de façon isolée d'une forme asymétrique en H qui était douteuse tout à l'heure, mais qui est là parfaitement rassurante parce que l'épithélium est épais et parce que il n'y a pas d'élévation stromale. Donc, on se retrouve dans le schéma dont on parlait tout à l'heure d'une pseudo-image kératoconique ou d'une image en tout cas asymétrique qui peut poser un doute diagnostique. Or là, cette cornée, elle est tout à fait saine, rassurante, et cette image est uniquement liée à un épithélium un peu épais, peut-être par une sécheresse, peut-être lié à un port de lentille. Là, c'est la même représentation de l'œil gauche. Vous voyez que sur l'élévation postérieure et stromale, il n'y a pas de bombement particulier. En revanche, on retrouve une élévation antérieure inférieure qui correspond là aussi à un épithélium plus épais dans la partie inférieure. Donc cet aspect également d'énantiomorphisme du mapping épithélial est là également un argument rassurant. Au final, ce patient avec cette topographie initiale en placido qui pouvait poser question, après analyse tomographique avec segmentation OCT, nous permet d'être
tout à fait rassurant et de pouvoir poser un diagnostic d'opérabilité et probablement même d'un LASIK. Autre cas clinique, même présentation, ce patient avec un astigmatisme qui semble là effectivement peut-être plus régulier, plus symétrique, donc plus rassurant en placido. Lorsqu'on fait l'analyse également en placido avec des indices d'analyse automatisée, on n'a absolument aucune anomalie particulière, en tout cas il n'y a pas de pattern de kératocone détecté sur ce patient. Lorsqu'on fait une analyse Scheimpflug, également aucune anomalie détectée. Faisons l'analyse en OCT spectral domaine. La décomposition dans les trois faces est tout de suite très suspecte. Vous voyez qu'il existe une poussée postérieure qui va venir appuyer également sur le stroma et également sur l'élévation antérieure. Donc ces trois lignes d'analyse, ces trois zones d'élévation, eh bien, sont toutes les deux impactées de façon congruente. Et lorsqu'on fait une analyse EpiMap, on se rend compte également que l'épithélium, dans la partie la plus bombée, est beaucoup plus fin. Donc l'affinement, l'amincissement épithélial associé au bombement à l'élévation de ces trois faces de façon congruente est extrêmement suspect. Alors, il est toujours important, on le reverra tout à l'heure, de s'assurer que la segmentation de la machine soit bonne, de qualité, ce qui est le cas ici. Donc, il n'y a pas eu d'erreur dans la mesure. Donc, ce patient est au contraire, sous des aspects placido-rassurants, un patient extrêmement douteux. L'architecture de sa cornée est douteuse et en tout cas, nous ferait tout à fait récuser la réalisation chez lui d'un LASIK. Une équerre pourrait éventuellement se discuter, après en avoir informé le patient, et discuter avec lui et regarder un petit peu les facteurs de risque associés, comme le frottement oculaire répété par exemple. Donc vous voyez comme l'épithélium va agir comme un véritable remodelage actif de la forme de la cornée, un petit peu comme cette pâte à modeler qui va masquer l'empreinte de l'enfant. Si on imagine que la main de cet enfant simule un petit peu le mouvement postéro-antérieur d'un kératocone, si on se trouve de l'autre côté de la pâte à modeler, on ne va pas voir la forme de la main, parce qu'elle est complètement absorbée par la pâte à modeler. Eh bien, l'épithélium va exactement se comporter de la même façon. Il va absorber les mouvements tectoniques du stroma sous-jacent pour les gommer et pouvoir masquer un épithélium, un kératocone débutant. Pardon. Donc en pratique, le MS39 est donc un OCT spectral domaine avec une résolution qui est extrêmement bonne, puisque vous voyez la résolution axiale est de 3,5 microns, et il réalise un mapping épithélial sur une surface de 10 mm de diamètre, donc très large. Ce qui est très important, c'est de bien vérifier la qualité de l'acquisition. Lorsque vous faites une acquisition à MS39, vous avez des histogrammes qui vous montrent les qualités d'acquisition du placido et des sections OCT. Et évidemment que la barre d'histogramme doit être dans le vert, sinon il faut reprendre la mesure. Donc c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est s'assurer de la qualité de la segmentation. Ça, c'est très important. On a parlé tout à l'heure. Les références pour une bonne segmentation, c'est la première ligne épithéliale, la rencontre entre le film lacrymal et l'air. Donc, c'est la première interface hyper réflective que le MS39 va prendre comme partie antérieure de l'épithélium. Et la deuxième, c'est la deuxième ligne hyperréflective qui se retrouve en arrière, qui correspond à la membrane basale de l'épithélium. Donc sur cet exemple-là, la segmentation est parfaite. Donc vous voyez ici, alors pour vous montrer l'importance de la qualité de la segmentation, vous voyez cet épimap qui est parfait, on voit un épithélium plus épais en bas qu'en haut, un peu plus en nasal qu'en temporal, bref. Et vous voyez le même patient, 30 secondes après, que s'est-il passé?
En fait, tout simplement, c'est mon propre œil à qui on a mis des gouttes de Hyloconfort et on a tout de suite refait une acquisition. Et vous voyez que la segmentation est mauvaise, c'est-à-dire que l'appareil n'a pas été capable de faire le distinguo entre mon film lacrymal, le collyre qui s'est accumulé en ménisque inférieur, et donc au niveau de la segmentation, il a complètement buggé. Vous voyez ces lignes de segmentation qui sont complètement anarchiques et qui ne veulent rien dire du tout. Donc c'est très important lorsqu'on a un doute sur la qualité d'acquisition de l'épithélium, de bien savoir manipuler la machine et bien savoir resegmenter manuellement. Ça, c'est très important, je tenais vraiment à vous le montrer. Donc, vous voyez ici un épithélium. Vous voyez, quand on normalise l'image, on voit qu'il y a une épaisseur à cet endroit qui peut être réelle, mais qu'on veut vérifier. Donc, on se met bien dans l'axe de l'acquisition et on va regarder la ligne de segmentation. Et vous voyez qu'ici, très clairement, et on va mieux le voir avec la loupe, il y a probablement un problème de segmentation. Donc quand on prend la loupe, vous voyez que ça peut arriver, ça, il a switché entre la membrane basale et la fin de la membrane de Bowman, et il s'est trompé de ligne hypereffective. Donc c'est très important, en utilisant la loupe, de gommer, donc de savoir utiliser la gomme avec la loupe, et ensuite d'aller cliquer sur le crayon, et toujours avec la loupe à fort grossissement, de venir recliquer sur la membrane basale de l'épithélium pour bien resegmenter à la main dans la zone d'intérêt. Donc ça se fait très facilement, mais c'est vraiment une manip qu'il faut savoir faire pour être sûr de la qualité de sa coupe, de la qualité de sa mesure, parce que sinon on peut conclure à tort lors d'une acquisition de ce type. Donc vous voyez que une fois qu'on a resegmenté, en fait, l'épithélium, il n'y avait pas d'épaisseur suspecte à cet endroit, et donc on a renormalisé l'épimap. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important en pratique à savoir faire lorsqu'on a un doute sur une image. Autre chose auquel il faut faire attention, c'est l'échelle. Vous voyez un épimap ici qui semble homogène, donc une forme qui ne pose pas véritablement de problème. Et vous voyez ici, lorsqu'on modifie l'échelle, on a un épithélium au contraire qui est extrêmement aminci dans la partie inférieure et épaissi dans la partie supérieure. Moi, j'utilise une échelle inversée. Et ça correspond à un placido, à un patient qui a un kératocone qui est bien congruent avec l'aspect de l'épimap et auquel on aurait pu passer au travers avec une échelle trop importante. Donc, il est important de faire sa segmentation avec une échelle à 1 micron. Alors, on l'a vu tout à l'heure, l'OCT MS39 segmente à 3 microns et quelques, mais il peut ensuite vous donner une échelle colorimétrique artificielle de 1 micron, ce qui permet d'augmenter encore la sensibilité de l'acquisition, ce qui peut être extrêmement intéressant. En pratique, ça permet de majorer les variations d'épaisseur, et l'échelle en 1 micron colorimétrique est quand même la plus recommandée. Donc, en conclusion, la réalisation de l'épimap, en pratique, toujours bien faire attention à la qualité de l'acquisition, bien vérifier la segmentation et en cas de doute, être capable de reprendre la coupe, de la resegmenter manuellement pour être sûr que ce qu'on a mesuré correspond bien à la réalité, et enfin d'utiliser une échelle de 1 micron colorimétrique. Autre take-home message très important, rappelons-nous bien du comportement de l'épithélium qui peut être très perturbant dans l'analyse par rapport au placido, c'est-à-dire que l'épithélium peut se comporter comme un donut, c'est-à-dire que vous voyez sur ce patient qui a une élévation postérieure importante et avec une élévation stromale qui était tout autant, et qui, parce que l'épithélium s'est remodelé face à ce bombement progressif, en s'amincissant à l'apex et en s'épaississant en périphérie, va donner une image placido qui, elle, est parfaitement normale, alors que c'est un kératocone fruste qui ne demande qu'à se décompenser si vous faites une chirurgie réfractive dessus. Donc, il peut masquer complètement un kératocone à un stade débutant.
À l'inverse, vous pouvez avoir un patient avec une élévation stromale postérieure ou stromale antérieure strictement normale, mais parce que l'épithélium va se comporter en chapeau, vous voyez l'image en 3D, il est plus épais dans la partie inférieure que la partie supérieure, parce que, encore une fois, l'œil est sec, parce que le patient s'est frotté son œil, parce que il a porté une lentille avec un warp edge, eh bien vous allez avoir une image placido résultante qui est douteuse, comme dans ce cas-là, alors que biomécaniquement, sa cornée est tout à fait normale et qu'elle pourrait tout à fait bénéficier d'une chirurgie réfractive. Pour finir, l'avantage de l'OCT Spectral Domain, c'est qu'il ajoute dans le panier d'indices qui permettent de détecter un kératocone aujourd'hui, il rajoute la notion de l'épaisseur épithéliale minimale. C'est-à-dire qu'on connaissait la kératométrie maximale qui était apportée par le placido. On a ensuite eu, grâce au système de slit comme l'Orscan, l'élévation antérieure, l'élévation postérieure maximale et le point de pachymétrie minimal, mais on rajoute maintenant une donnée supplémentaire qui est celle de l'épaisseur épithéliale minimale. Donc l'ensemble de ces points sont des points très importants à analyser sur la cornée et surtout c'est leur répartition qui va créer une suspicion diagnostique. C'est-à-dire lorsqu'on a une congruence de l'ensemble de ces points, donc kératométrie maximale, élévation antérieure maximale, postérieure maximale, pachymétrie minimale et épaisseur épithéliale minimale, que l'ensemble de ces points co-ségrègent dans un point particulier la cornée et en particulier en partie inférieure, c'est hautement suspect. Ceci est illustré par le paramètre NPS du MS39, qui est le Notable Point Spread, c'est-à-dire l'étalement de l'ensemble des points d'intérêt. Lorsque ces points sont regroupés, qu'ils se regroupent et en partie inférieure de la cornée, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement suspect dans le dépistage du kératocone préopératoire. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile et didactique. La présentation aussi pour intérêt de bien mettre en évidence l'intérêt d'un mapping épithélial. C'était quelque chose qui ne se faisait pas jusqu'à présent, mais qui devrait rentrer dans la pratique courante, notamment dans les centres de chirurgie réfractive, car cette notion d'analyse de l'épithélium nous permet de mieux quantifier l'architecture de la cornée et de mieux préciser les cornées à risque qui ne devraient pas être opérées. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.